Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, nous allons recevoir M. Jean Fontaine qui se représente comme conseiller municipal dans le district de Saint-Eugène. Cette fois, il va se présenter au sein de la coalition Éric Latour. Donc, il va nous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais d'abord, ma première invitée est la patriote de l'année 2025 de la Société nationale des Québécois, section Richelieu-Saint-Laurent. C'est un grand plaisir de la recevoir. Mme Laure Varidel. Mme Varidel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un honneur. D'abord, comment vous avez reçu cet honneur d'être patriote de l'année 2025? Bien, avec une immense fierté, reconnaissance aussi parce que bien, c'est mon patelin, hein? Je viens de la région. Mes parents, quand ils ont choisi le Québec, ils ont choisi la région du Haut-Richelieu. Et puis, on m'a peut-être plus entendu sur des tribunes ailleurs qu'ici. Puis là, c'est comme un peu une occasion de revenir proche de mon cœur, proche de mes racines. Puis aussi, pour moi, ce titre-là, cette reconnaissance-là, c'est extrêmement important parce que ça incarne notre relation d'amour avec notre pays, avec notre territoire plus grand que nous. Fait que je suis évidemment extrêmement honorée et reconnaissante. Puis ceci dit, je tiens à dire que c'est un honneur que je souhaite vraiment partager avec beaucoup de gens parce que, dans le fond, il y a des personnes publiques comme moi, mais on est la pointe de l'iceberg, en tout cas dans mon cas, vu que c'est un mouvement citoyen, du travail de plein de gens qui font qui ont une implication extraordinaire sur le terrain un petit peu partout et souvent dans l'ombre, loin des caméras, loin des micros. Fait que c'est un honneur déjà de porter la parole de tous ces gens-là qui s'engagent pour un monde plus juste, plus écologique. Mais en même temps, j'ai un petit sentiment d'imposture, je dois vous dire, chaque fois que je reçois une reconnaissance parce que je me dis, bien, mon travail, il rayonne grâce à tous ces gens-là. Qui mérite d'être mis en lumière aussi. Fait que c'est pour moi aussi l'occasion d'en parler. Oui, bien, vous le faites très bien. Mais je pense que, bon, vous travaillez donc dans plusieurs organismes. Vous avez créé Équiterre, vous êtes fondatrice de Mères au front. Vous avez travaillé dans le milieu agricole lorsque vos parents se sont implantés ici dans le Haut-Richelieu. C'était dans un secteur agricole. Et je pense que ça a été votre première cause, je pense, la cause des agriculteurs. Oui, tout à fait. Mais je pense que la qualité du porte-parole y est pour beaucoup parce qu'on peut être bien entouré. Mais je pense que le travail que vous faites, la sensibilisation que vous faites pour l'équité sociale et l'environnement, je pense que c'est très important et je pense que c'est très mérité dans votre cas. Là, parce que Merci. C'est ça. Parce qu'on va montrer, j'ai préparé un tableau, on va le montrer de tout ce que vous avez reçu comme prix et distinction au cours de votre carrière. Je n'avais pas assez d'une page, alors c'est pour vous dire. Mais juste pour revenir, donc, vous avez créé, je pense que la première fois où on vous a connu vraiment au niveau de la population et des médias, c'est lorsque vous avez créé Équiterre. Vous étiez avec Steven Guilbeault à l'époque. Comment vous avez vu, donc, parlez-nous un peu de la naissance d'Équiterre et qu'est-ce que c'est devenu depuis cette fondation, le cheminement peut-être de l'organisme depuis ce temps-là? Oui, juste avant de répondre à votre question, c'est comme drôle parce qu'en même temps, la première fois que j'ai été dans les médias, c'était dans le Canada français quand j'étais au secondaire. Parce que justement, je m'impliquais pour la marche du Club 2 tiers et tout ça. Oui, OK. Comme quoi, tout, on est dans un cercle. Mais donc, c'est ça. En fait, la naissance d'Équiterre, c'est vraiment venu assez naturellement en 1993. En fait, moi, j'avais participé à une manifestation à ce moment-là. Je travaillais pour Greenpeace et tout. Il y avait un syndicaliste brésilien qui avait été assassiné, qui était impliqué pour la protection de la forêt amazonienne et tout ça. Puis à cet événement-là, je croise François Meloche qui revenait du Brésil, du sommet de la Terre de Rio en 92, puis qui me dit, écoute, nous, demain soir, on est une gang, on se rencontre, j'étais à Rio, on veut faire partie d'un réseau international qui est en train de se créer, de groupes de jeunes. Donc, ils voyaient grand, hein, sans aucun argent, mais on fait un réseau international, et c'était avant d'avoir Internet et tout. Puis, on va s'appeler ACEED, Action pour la solidarité, l'équité, l'environnement et le développement. Fait que là, j'étais comme, wow, ça, c'est vraiment cool, parce qu'on aurait dit que juste ça c'était toutes mes passions. Okay. Être dans l'action, la solidarité, l'environnement,
Fait que, puis tu sais, toute cette idée-là, fait que j'ai dit, OK, ben là, je suis allée, puis là, c'était comme juste un petit groupe de travail qui discutait tout ça, mais tout de suite, j'ai senti que j'étais avec d'autres jeunes comme moi, et puis j'étais toute jeune, là, c'était en 93, j'avais à peine 20 ans, là. Puis on s'est dit, OK, on fait quelque chose. Fait que c'est comme ça que c'est né, mais j'étais encore à l'université, puis que finalement, on a mis sur pied les premiers projets, puis un de nos premiers projets, c'était avec la ferme Cadet-Roussel, à Mont-Saint-Grégoire. Ouais. Et c'était le premier projet d'agriculture soutenu par la communauté, qu'aujourd'hui est bien connu avec le réseau des fermiers de famille. Donc maintenant, ça fait plus partie d'Équiterre. Mais en fait, et ce qu'on appelait ACID, qui était un très mauvais nom en français, parce que l'acronyme, nous, on se faisait appeler ACID, ACED, tout ce qu'on veut. Fait que là, on a changé de nom pour Équiterre. Puis évidemment, bien, le volet international est un petit peu tombé parce que la nature des réseaux et tout, mais je dirais que l'essence même, l'envie d'être dans l'action concrète et de pas seulement dénoncer, mais de proposer des solutions concrètes à l'échelle de monsieur, madame, tout le monde, tout en faisant un travail politique à dire, bien, tu sais, oui, il y a nos choix de consommation à changer, mais il faut aussi que nos politiques publiques changent parce que sinon, les règles du jeu vont pas changer. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'après, bien, j'ai continué à étudier aussi dans des domaines connexes, à écrire et que Équiterre aussi est devenu finalement un organisme très connu et reconnu, pas seulement au Québec, dans le reste du Canada aussi. Là. Donc, vous êtes contente de ce que Équiterre est actuellement en 2025, à peu près 20 ans après sa fondation? Bien, je pense qu'Équiterre a fait des très, très belles choses. En fait, plus que 20 ans, c'est en 93. Oui, c'est vrai, oui. Fait que là, on parle de 32 ans. Là. Fait que oui, bien, je suis très fière de tout le travail aussi d'éducation que ça contribue à faire, de prise de conscience. Tous les gens qui sont passés par Équiterre aussi, qui eux aussi ont semé des graines et qui, maintenant, dans d'autres milieux, continuent à essayer de changer les choses. Même Steven, le fait qu'il fasse de la politique, bon, je suis pas toujours d'accord avec lui, évidemment, mais c'est un autre moyen de s'engager aussi. Fait que ça, je pense que les valeurs même si en ce moment, on sait qu'elles sont... Elles souffrent beaucoup, hein, parce qu'on a un moment de l'histoire très, très particulier où la justice sociale ou l'environnement sont vraiment mis de côté, où chez nos voisins du Sud ont été portés au pouvoir quelqu'un qui avait un dossier criminel reconnu comme violeur. Et c'est ça qu'on encourage, c'est à ça qu'on donne le pouvoir. Et alors qu'on traite les gens qui portent des valeurs comme les miennes de woke, c'est comme, il y a comme une espèce de distorsion qui a été faite de, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nos enfants, pour notre société? Est-ce qu'on veut des valeurs où l'égoïsme est promu, où la destruction de l'environnement est promue, où on veut se dire, bien, est-ce qu'on prend soin les uns des autres? Moi, je pense que c'est ces questions-là qu'on a à se poser au-delà de toutes les étiquettes qu'on peut mettre qui servent souvent plus à dénigrer qu'à autre chose. Oui, vous avez fait allusion à la condition politique actuelle, de ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense que vous avez fait une sortie là, concernant un éventuel gouvernement conservateur qui serait la plus mauvaise chose qui pourrait nous arriver ici. Peut-être nous expliquer un peu votre prise de position là-dessus. Bien, en fait, il faut regarder un peu les positions du Parti conservateur, en fait, de tout. On regarde les options fédérales actuellement et c'est clairement un parti qui est très proche des valeurs promues par Donald Trump et autres. D'ailleurs, Elon Musk a encensé Pierre Poilievre à quelques reprises. Donc, on voit très clairement qu'ils sont un peu du même bord en termes de valeurs. Comment le Pierre Poilievre a dénigré le prix sur le carbone, comment il tend à dénigrer les femmes dans certains contextes aussi, comment dans sa base, il y a des gens qui sont contre l'avortement, contre des valeurs on prend pour acquis au Québec que jamais ça sera remis en question, mais qui sont remises en question aux États-Unis. Puis on se dit, bon, mais tu sais, jusqu'où est-ce que si Pierre Poilievre était
au pouvoir, ils seraient prêts à briguer des valeurs de liberté d'expression. On voit ce qui se passe aux États-Unis, là, les gens qui ont défendu les droits humains, qui se sont mobilisés contre les bombardements de civils en Palestine. Là, on s'entend que ce pas des gens qui sont pour le Hamas. Ils dénoncent que des enfants soient bombardés. Là. Je veux dire, et ces gens-là, on les renvoie dans leur pays alors qu'ils ont des visas. Je veux dire, il y a un paquet d'aberrations et moi, je côtoie des historiens, des politicologues qui ont étudié la période, l'histoire, comment le fascisme et comment la Deuxième Guerre mondiale ont été provoqués. Et plus j'échange avec des gens qui connaissent cette période-là de l'histoire, plus je les vois inquiets et que je réalise on est en train de préparer le terreau à des situations extrêmes qui sont vraiment préoccupante. On habite juste à côté. Moi, j'habite à Fredericksburg. Maintenant, là, je suis collée sur la frontière américaine. Fait qu'il faut qu'on se réveille avant qu'il soit temps. Et là, il y a des élections qui s'en viennent. Je pense qu'on doit tout faire pour s'assurer que Et moi, je rêve qu'il y ait des alliances qui soient faites entre les partis pour bloquer les conservateurs parce qu'elle est là, la menace pour nous. Et nous, comme citoyens, je pense que c'est là qu'on doit agir. C'est un peu aussi, pas la revendication, mais les dossiers que vous menez avec Mères au front, là, qui est l'organisme sur lequel vous êtes impliqué actuellement. C'est un peu les mêmes revendications que vous faites. Là. Vous avez participé à la manifestation de la Journée internationale pour le droit des femmes le 8 mars. En fait, on l'a organisé, on l'a initié. Ceci dit, il ne faut pas mélanger mon rôle de chroniqueuse parce que Mères au front est un mouvement qui est non partisan, qui fait de l'éducation des politiciens, notamment. Vous faites bien de le mentionner, mais ce sont quand même les mêmes points. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ben, en fait, on défend l'environnement. En fait, la mission de Mères au front, c'est défendre l'environnement pour défendre nos enfants. Parce que sans un environnement sain, leur santé, leur sécurité est menacée. On le voit moindrement qu'on s'intéresse à la crise climatique, à la perte de biodiversité, même des effets sur la santé des contaminants. On voit nos enfants maintenant, en ce moment, la prévalence de TDAH, d'autisme, de troubles de comportement et tout. On est dans un environnement avec beaucoup de perturbateurs endocriniens auxquels ils sont exposés dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère et qui ensuite sont propices au développement d'un ensemble de problèmes de santé sur le long terme. Et ça, c'est juste un exemple. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va agir en prévention. On est là, on fait front commun, on monte au front pour protéger nos enfants. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est que là, c'est pas juste l'environnement qui est en danger avec la situation actuelle qui prévaut aux États-Unis et qui a une incidence ici aussi, hein, en termes de fragilisation de nos démocraties. Il y a des discussions qui avant étaient impensables où, tu sais, on vient juste de voir la CAQ qui vient d'adopter un bâillon sur le projet de Sablex. Obliger une municipalité, la municipalité de Blainville, de céder un terrain qui voulait protéger, où on sait qu'il y a des milieux humides, où c'est un terrain qui a un rôle à jouer pour la protection de la biodiversité, pour la protection du climat, un terrain qui a un rôle à jouer pour nos enfants. Et la CAQ force la municipalité. Donc, il intervient dans les choix démocratiques. La population a élu ce gouvernement municipal-là. La CAQ ne respecte pas les choix des décideurs locaux. Et là, il passe une loi Bayon, mais qui n'aura pas juste une incidence sur Blainville, qui aura une incidence sur toutes les municipalités, toutes nos capacités, nous, comme citoyens, au niveau local, de protéger notre territoire et de choisir ce qu'on veut en faire. Et là, c'est une compagnie américaine. Et Stablex appartient à un plus gros groupe, d'ailleurs, hein, quand on investigue, ça, je vais probablement faire ma chronique là-dessus, mais quand on regarde à qui appartient Stablex, eh bien, c'est une compagnie qui a financé le Parti républicain actuel et qui a plein de ramifications. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec, ça, c'est pas être patriote, hein? Ce que fait la CAQ, hein, qui souvent, on voit François Legault prétendre que oui, le Québec, quand on aime un pays, quand on aime son territoire, quand on aime sa population, on la protège. On ne laisse pas des intérêts américains venir enfouir leurs pires déchets, leurs pires scraps
au risque de contaminer l'eau et l'air, l'environnement de sa population. C'est complètement déraisonnable. Moi, je trouve ça absolument honteux. C'est un affront non seulement à notre démocratie, c'est un affront à la population du Québec. Bon. Je suis fâchée, vous voyez? Bien, c'est bien parfait. C'est pour ça que je voulais vous inviter. Bien, donc, vous serez honoré le 2 mai à Mont-Saint-Grégoire, là où vos parents se sont installés lorsqu'ils sont arrivés ici. Et je pense que c'est un honneur très mérité. Merci beaucoup, Laure Varidel. Ça a été un grand plaisir, un honneur de vous recevoir. Et on aura l'occasion de vous lire. Vous êtes chroniqueuse, entre autres, au Journal de Montréal et on vous voit également là, dans les différents médias. Donc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, vraiment. Au plaisir de vous revoir. Merci. Au plaisir également. On fait une pause et tout de suite après, on s'entretient avec M. Jean Fontaine qui se représente comme conseiller municipal dans le district Saint-Eugène. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Mon prochain invité se présente pour la coalition Éric Latour. Il s'agit du candidat sortant du district 4, c'est le quartier Saint-Eugène, M. Jean Fontaine. M. Fontaine, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène d'abord à vous représenter et pourquoi avec la coalition Éric Latour? Moi, ce qui m'amène à me représenter, c'est que j'aime la politique. Il faut aimer ça, parce que si on n'aime pas ça, non. ça ne fonctionne pas. Moi, mon grand-père m'en parlait à tous les jours là, quand j'étais petit, donc c'est normal. J'en parle dans mes cours. Donc moi, j'en mange le matin, le midi, le soir de la politique. Ça fait 20 ans, puis je suis prêt à continuer à donner un autre mandat. Puis pourquoi Éric Latour? Ça, c'est une réponse qui est quand même un peu longue, si vous me permettez. Allez-y, mais je veux vraiment faire le tour de la question. Ce qui se passe dans Saint-Jean-sur-Richelieu depuis nombre d'années, c'est qu'il manque de taxes commerciales et industrielles. OK? Et si vous me demandez, qu'est-ce qu'il faut faire dans le prochain mandat pour améliorer la situation, bien, il faut mettre un gestionnaire en place. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de maire gestionnaire. Puis je m'explique, parce qu'Éric Latour, les gens pensent que Éric Latour, c'est celui qui faisait de la télévision dans votre poste, mettons 8 ou 9 heures, 10 heures par semaine. C'est ça, mais Éric Latour avait un autre job. Une autre job de gestion. Donc, il gérait des budgets, il gérait des employés, il engageait des employés, il a congédié des employés. Donc, à mon avis, c'est le seul qui possède une expérience économique qui nous manque à Saint-Jean, parce que les autres candidatures, c'est plus des candidatures culturelles et environnementales. Donc, à Saint-Jean, il faut faire rentrer de nouvelles taxes pour qu'on se paye de nouvelles infrastructures dont on a cruellement besoin. Et pour ce faire, bien, ça prend Éric Latour. Fait que moi, je dis aux Joannais qui sont à l'écoute, ne passez pas à côté de cette candidature-là. Ça fait longtemps qu'on en rêve d'en avoir une belle comme ça. Bon, c'est un beau plaidoyer. Bien, c'est la réalité. Voilà. Bon, on va faire un peu le tour des dossiers qui vous amènent là, à vous représenter. Et on dit souvent, on peut sortir le gars du sport, mais pas le sport du gars. Donc, on va commencer par le projet d'équipe de la LHJMQ à Saint-Jean. C'est un projet que je suis de près et vous souhaitez ramener une équipe. Peut-être nous parler un peu de cette idée-là, mais vous savez que ça prend des infrastructures pour ça. Alors, peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qui vous anime encore à ramener ce projet-là sur la table. Je suis tellement content qu'on commence par ça. J'avais peur que ça passe au bout du pont. Non, pas avec moi. C'est mon premier sujet. On s'entend bien, c'est parfait parce que Saint-Jean, quand on parle de faire rayonner la ville de Saint-Jean, de mettre Saint-Jean sur la map, bien, depuis que les lignes sont parties, bien, le nom de Saint-Jean se promène moins aux quatre coins du Québec et des Maritimes. Donc, nous, ce qu'on veut remettre Saint-Jean sur la map, en Abitibi, en Mauricie, dans le centre du Québec, sur la Côte-Nord, puis dans les Maritimes. Donc, ça, si on est la 11e plus grosse ville, on se respecte puis on se fait ça. Donc, comment qu'on peut faire ça? Bien entendu, que ce soit une expansion ou un déménagement de franchise. Comment on peut faire ça? Bien, moi, je pense qu'on peut construire une aréna de 5000 places
pour avoir non seulement pas juste du hockey, mais des spectacles qui viennent avec ça, sans pour autant nuire à l'aspect. L'aspect a des excellentes salles, mais peut-être de, je sais pas moi, 500 à 1000 places. Puis je regarde, vous suivez ça autant que moi, le Rocket de Laval, ce qui se passe, là, c'est extraordinaire. Ils remplissent leur aréna, c'est plein. Il y a un dynamisme autour de Laval, qui n'a pas de centre-ville, mais autour du métro puis de la Place Belle. C'est incroyable ce qui se passe là. Bien, pourquoi qu'on ne peut pas recréer ça à Saint-Jean? Donc, il faut qu'on soit sur la ligne. Puis, encore une fois, je reviens à Éric Latour. Bien, Éric Latour, il y a les contacts pour ce faire. Il connaît bien Mario Cecchini, hein, il a travaillé avec lui dans le passé. Donc, c'est la personne désignée pour ramener un club pour le développement économique puis le rayonnement de Saint-Jean. Ça me va. Moi, j'achète ça 100 000 à l'heure. Comment on fait ça? On n'a pas d'aréna. Ouais. Comment on peut faire ça? Parce que c'est pas au Isabelle Brasseur ça va se faire. Non, mais l'idéal, c'est qu'ils peuvent jouer là une année ou deux le temps qu'on construise quelque chose. Il y a des gens qui devront construire ça. L'apport de la ville, est-ce qu'on a des besoins en glace, en curling, en machin, en patinage artistique? Je suis sûr et certain qu'on est capable de meubler l'aréna en dehors des heures où la future équipe pourrait s'entraîner. Donc, la ville, à ce moment-là, pourrait peut-être louer, réserver des heures de glace pour aider au financement du projet. Mais je veux dire, moi, je suis un promoteur, là, je regarde ça parce que aussi, ce qui se passe, c'est que la réalité a changé à Saint-Jean. Tu sais, tu n'as plus les bisons, tu n'as plus le laser, tu n'as plus... Donc, on deviendrait le pôle de destination pour le hockey dans toute la Montérégie. Parce donc, qu'ici, là, Saint-Jean, là, le plus près, c'est Blainville et Drummondville. C'est loin, là. Donc, on s'entend qu'on ne dessert pas même la région de Montréal. Tu sais, tu veux-tu aller voir le Blainville, où c'est à moitié-ville, où il n'y a pas d'ambiance, ou tu veux venir à Saint-Jean? Donc, moi, je pense qu'il y a des promoteurs qui peuvent être intéressés, puis nous, la ville, on pourrait venir bonifier sans se mettre un bras dans l'engrenage nécessairement. Ouais. Y a-t-il un endroit en particulier où on pourrait construire ça? Oui, moi, je vois ça, mais peut-être un petit peu trop tôt pour en parler. OK. D'accord. Juste pour indiquer aux gens l'impact qu'une équipe junior ou professionnelle peut avoir. Quelqu'un me disait, quand les expos étaient à Montréal, on parlait de Montréal à tous les jours sur les bulletins de nouvelles nationaux aux États-Unis. Même chose quand on avait une équipe de hockey ici. À tous les résumés de sport, dans les bulletins de sport, on parlait de Saint-Jean parce qu'on avait une équipe. Donc, on présentait des résultats où on montrait... Donc, ça fait rayonner une ville autre que dans son territoire. Et ça pour ce qu'on m'a dit, c'est que ça n'a pas de prix pour ça. Ça n'a aucun prix. Moi, le départ des Nordiques puis des expos, moi, j'ai grandi avec ça. Ça fait un vide immense. Puis à un point tel que quand on voyage aujourd'hui aux États-Unis, on fait beaucoup de villes. Puis la première chose qu'on va voir, c'est quoi? Bien, c'est le sport. Puis on fait vivre l'économie là, puis on achète là. Puis j'ai été à Baltimore cet été, puis j'ai été à New York aussi. Donc, il faut ramener ça, puis ça presse. En tout cas. Là, je vais faire un commentaire éditorial. Oui. Je suis entièrement d'accord. Parfait. Voilà. Bon, on va finir là-dessus. Oui. Bon, on va rester quand même dans le sport parce que un de vos souhaits, je pense, c'est d'améliorer les installations sportives dans votre quartier ou aussi à l'intérieur de la ville. Non, absolument. Il n'y a pas une semaine qu'on ne se fait pas dire, bien, il manque, premièrement, moi, je suis un joueur de tennis, il n'y a pas de tennis intérieur à Saint-Jean depuis que le centre a fermé rue Saint-Jacques. Il manque des plateaux sportifs pour jouer au basketball. Celui à Iberville a fermé, le basketball a fermé à Iberville. Il manque le baseball. C'est incroyable ce qui manque en baseball. On a un stade, mais il y a besoin de beaucoup d'amour. Puis, il y a une recrudescence, justement, on parlait du baseball, donc de joueurs qui veulent jouer au baseball, mais on n'a pas d'infrastructure. Donc, écoutez, là, il faut qu'on investisse là-dedans, mais la tarte de revenus de la ville de Saint-Jean n'est pas plus grosse qu'hier et pas plus grosse que demain. Donc, je reviens à mon commentaire du début. Il faut créer de nouveaux revenus à Saint-Jean-sur-Richelieu pour être capable de se payer non seulement des infrastructures sportives, mais culturelles aussi. Exact. Donc, on en revient toujours à ça. Ouais. On va parler de projets là, qui touchent plus votre district. Là. Il y a la mise à niveau du poste de pompage Saint-Maurice, là, investissement important, complexe habitation, les Faubourgs du Sud aussi, là, plus de 300 nouvelles portes. Donc, ça, c'est important. C'est des projets qui touchent votre district là, qui sont importants. Oui, moi, je me réjouis de ça. On ne fait pas un... On ne met pas 360 ou 380 habitations dans un quartier puis sans consulter la population. Fait que moi, ce que j'ai aimé de mon dernier mandat, c'est qu'on s'est assis avec les gens des rues concernées. On a tenu une belle consultation. Ils nous ont apporté des suggestions. On en a tenu compte et on va livrer un projet qui tient compte de ce que les gens voulaient. Entre autres, les gens ne voulaient pas avoir de circulation dans les rues de transit. Ouais. C'est parfait. Tout va circuler par la 223 puis par Jacques-Cartier. Les gens voulaient avoir une issue de secours aussi. Donc, on va être capable, s'il y a un problème,
d'avoir une issue de secours sur la rue Alphonse-Gervais, mais seulement en temps de problématique. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va agrandir le parc qui est là. Donc, on va doubler sa superficie. Il y a une garderie qui s'en va là, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de projets positifs, puis ça fait des clients pour nos commerces, fait qu'on aime bien ça. Ben oui, exactement. Il y a 2 autres projets aussi que vous souhaitez là, réaliser dans votre prochain mandat. Je pense que c'est la réfection du centre de plein air Ronald-Beauregard. Il y a un appel d'offres, je pense, qui s'en vient bientôt. Là. Oui, ça, la piscine, tout le monde nous en a parlé. Ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'il n'y a plus de piscine. Donc, on va faire une belle piscine près du Richelieu. Bon, c'est pas une plage, on ne peut pas faire ça, puis je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais au moins, on va avoir quelque chose pour se baigner l'été avec une belle vision sur la rivière. Donc, on va faire un beau projet dans Ronald-Beauregard avec un pavillon multifonctionnel. Il faut qu'on ait des services d'infrastructure. Il manque de salles aussi pour tenir des réunions à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on va profiter de cet endroit-là pour construire ces deux infrastructures-là dont je vous parle. Je mentionnais, il y avait un appel d'offres. C'est pour bientôt, l'appel d'offres? Oui, c'est pour bientôt. Mais encore là, on a eu une présentation au Conseil. On est supposé nous revenir. Donc, je vais attendre avant de m'avancer. Mais dans le prochain mandat, ça, c'est sûr et certain, il y a au moins plusieurs millions qui s'en vont dans le parc Ronald-Beauregard. Puis je me suis assuré avec M. Latour que ça se fasse aussi avant de joindre l'équipe. Puis il y a l'aménagement du Boisé-Carillon aussi que vous souhaitez faire. Ouais, ça aussi, c'est mon deuxième plus beau projet. C'est le plus beau projet environnemental. Certains diront que ça n'a pas avancé beaucoup dans les 4 dernières années, puis je suis un petit peu d'accord avec ça. J'aurais aimé mieux que ça avance plus vite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait des études à savoir où est-ce qu'on peut faire le marais, comment qu'on peut le renflouer. Tu sais, on ne renfloue pas un marais comme ça. Comment qu'on peut... Et ça aussi, il va y avoir une consultation publique qui va venir au printemps avec les riverains concernés pour savoir quel est l'avenir qu'ils voient. Parce que c'est sûr et certain que les riverains, c'est en arrière de leur cours. Donc, on ne veut pas faire une autoroute de passant qui est là, mais un boisé des Parulines version Saint-Eugène, ça se peut fort bien. Oui, parce que le parc des Parulines, il est très beau à l'Acadie. Hein? Donc, on va en faire un à Saint-Eugène. Bon, bien parfait. Il y a eu une conférence de presse la semaine dernière pour parler des infrastructures, la levée du moratoire. On a parlé que ça pourrait relancer quelques projets à Saint-Eugène. Est-ce que vous êtes en mesure de m'en parler un tout petit peu de ce que ça pourrait faire pour votre quartier, la levée de ce moratoire-là? Bien, c'est le projet qu'on a parlé là, du projet de Ouimet, les Faubourgs du Sud. C'est 380 maisons, donc c'est pas rien. Il faut que les infrastructures le prennent. Il y a quelques terrains aussi qui étaient vacants à Saint-Eugène que les gens ne pouvaient pas construire. Bien, avec la levée du moratoire, ça va pouvoir se faire. Donc, Saint-Eugène, après ça, va être pas mal saturé, je vous dirais. Il y a un autre projet à côté du projet des Faubourgs du Sud, qui est la famille Beaulac. Ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. La famille ne nous revient pas avec une éventualité de projet, donc on va être en attente. Mais il y a encore d'autres maisons qui s'en vont là. Mais moi, je trouve ça bon. Dans le fond, c'est un bon timing, parce qu'on va regarder ce que ça va faire sur les écoles, sur Jacques-Cartier, de prendre quand même 380 maisons. Je pense qu'on va prendre un premier temps d'absorption, puis après ça, on regardera les futurs projets. Bon, et j'ai vraiment juste 30 secondes. Là. Comment vous voyez Saint-Jean-sur-Richelieu pour le prochain mandat? Écoutez, développement économique, apport de nouvelles taxes, et avec ces nouvelles taxes-là, industrielles et commerciales, on va être capable de se parier toutes les infrastructures de sport et de culture que je vous ai parlé. C'est ça qu'il faut faire, puis c'est Éric Latour qui va le faire. Bon, parfait. Bien, M. Fontaine, merci beaucoup. Bonne campagne électorale. Bonne chance pour le mandat qui s'en vient. Puis si vous êtes réélu, bien, on vous réinvitera, bien sûr. On vient toujours avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir. À la prochaine.